Ben non. Vous allez dire, c'est pas une dégueulasse, parce qu'on vous dit que vous le mettez sur l'île. Mais du point de vue de l'humanité, comme il n'a pas accès du tout, il n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un isomorphisme de silice. Alors, l'isomorphisme de silice se met en place ici, parce que si je n'ai pas accès à un objet, il n'y a pas de raison que je présuppose qu'il existe. Alors qu'en fait, du point de vue formel, on le met dans un cadre. Alors, la communication, pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce que ça va être important entre l'expert et l'appareil. Alors, est-ce que cette communication peut être du même niveau? Non. D'accord? Donc, on va l'appeler bas étage. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit compréhensible. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui est vraiment le comble de l'humour dans le domaine, parce que l'expert doit être compréhensible à l'appareil juridique, et l'appareil juridique n'a pas vraiment besoin d'être compréhensible à l'accusé. C'est formidable quand même. Donc, par exemple, si on devait vraiment faire une expertise, et vous avez un accusé qui n'a aucune connaissance, et on vous dit, parlez plus concrètement, quoi. Vraiment. Oui. Jusqu'à quel niveau? Alors, ça du point de vue cérébral, vous ne le prenez pas négativement, ça. En gros, c'est ce que vous faites quand vous parlez à vos enfants quand ils sont petits. C'est le même schéma. Vous voyez? Vous utilisez par exemple un vocabulaire qui n'existe pas à l'âge adulte. Prenez des mots plus simples. Et vous avez l'impression que ça aide les enfants. Alors c'est assez rigolo parce que les enfants, c'est comme les chiens. En gros, ça fait un bruit, quoi. Donc il y a un bruit qui veut dire ça, ou le bruit qui veut dire ça. Et vous vous dites, ben, je vais quand même prendre un bruit simple. C'est toujours du bruit. Alors, la problématique est la suivante. Jusqu'à quel niveau je peux descendre sans avoir de perte d'information? Alors, dans le système de communication, on a l'information. On a au-dessus, on a la connaissance. On peut avoir de la désinformation. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, quand on a vraiment une communication avec une compréhension, on a connaissance qui va sur connaissance, avec un feedback. Si on a connaissance qui va vers l'information, ça veut dire qu'on a une perte. Donc cette perte, elle peut être encore ici fidèle. Qu'est-ce que je veux dire par fidèle? C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas dénaturé le problème, encore. Et ensuite, on peut avoir le dégénéré. Alors le dégénéré, c'est que ça n'existe plus. Donc ça n'a plus de sens par rapport aux connaissances. Alors des fois, vous vous rappelez, on a ce genre de discours, vous dites quelque chose, et l'autre personne dit, vous voulez dire ça? Et vous dites oui à peu près. Donc pourquoi vous ne dites pas oui et vous dites oui à peu près? C'est parce que vous avez repéré qu'à certains points, c'est pas bon. Donc c'est le problème de l'analogie. Alors l'analogie, du point de vue cérébral, est très utile pour produire des raisonnements, et évidemment elle est très dangereuse, c'est très facile de faire des erreurs. Alors l'analogie, chaque fois que quelqu'un vous dit que quelque chose est analogue, A est analogue à B, si vous êtes dans la vie courante, vous regardez ce qui ressemble, et si vous êtes en stratégie, vous regardez ce qui diffère. Parce que finalement, les fondements des deux peuvent être justement les différences. Et pas ce qui est à peu près pareil. Par exemple, si je vous dis que du point de vue ADN, on est quand même assez proche du singe, si je vous dis le pourcentage, ça va vous énerver, sauf ceux qui sont très poilus comme moi, et après vous allez vous demander, est-ce que c'est perspicace? Si maintenant je vous disais du point de vue du comportement, vous ressemblez à quelqu'un à 88%. Ouais. Le problème, c'est quoi le 2%? D'accord? Alors, donc là, on va avoir un problème qui est dû vraiment à l'expertise. L'expertise, en fait, si vous le prenez comme, je fais une analogie, donc attention à la dangerosité de l'interprétation, l'expert, en fait, c'est un microscope. Donc il regarde un détail et il le met en avant. Et ça devient énorme, ce détail. Donc en fait, quand vous êtes dans le système judiciaire, vous êtes là,
Et quand vous êtes dans l'expert, vous êtes là. Donc vous allez très souvent avoir droit comme commentaire par un magistrat. Cette affaire ressemble à celle-là. Bon. Sur le 98, c'est vrai. Et sur le 2, rien à voir. Bon, alors est-ce que l'affaire ressemble? Elle ressemble, c'est pas la même. Donc la problématique, c'est comment gérer ça. Alors, l'exemple classique des bibliothèques, vous vous rappelez, quand vous voulez contrôler une bibliothèque, vous savez en fait que 20% des gens lisent 80% des livres et 80% des gens lisent 20% des livres. Donc c'est une loi qui est très connue pour les bibliothécaires. Alors, application, ça veut dire qu'en fait les livres qui sont lus par les personnes rares, ben, on a 1 ou 2 exemplaires, et les livres qui sont lus par les personnes qui sont pleins, on en a évidemment une flopée, parce que sinon vous êtes tout le temps en train de demander ce livre, on vous dit, ça vous l'aurez dans 3 mois, vous imaginez. Donc ça c'est, pour nous quand on travaille sur ce genre de livre, il nous arrive de prendre un livre et de voir qu'il n'y a même pas eu un seul tampon. Première fois que quelqu'un l'a touché. Et puis dans d'autres, vous avez des feuilles entières, les unes collées sur les autres. Ça a été pris. Alors la problématique est la suivante, c'est est-ce que ça c'est révélateur? C'est ça le problème. Est-ce que ça c'est non révélateur? C'est ça le problème qu'on a à définir. Voilà, donc on regarde le cadre par exemple des fissures, c'est assez rigolo. Hein. On voit bien les fissures dans le domaine de l'archéologie surtout. On a un petit séisme, voilà. Il y a des fissures, bon, donc tout le monde les voit. Et puis ensuite vient l'archéologue qui vous met une sorte de scotch sur la fissure. Je fais ça de façon simple. Hein. Et il vous dit, voilà, si ce truc-là ne bouge pas dans les 3 ans, c'est bon. Donc vous êtes immédiatement rassuré. Hein. Alors après, ils vous disent, bah, sur d'autres trucs, je l'avais déjà fait, pendant 10 ans, ça n'a pas bougé. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'épaisseur temporelle. Alors l'épaisseur temporelle. Donc l'épaisseur temporelle, je la note IT, hein, pour des raisons évidentes. C'est en gros, c'est l'expert qui va vous dire, j'aurai raison même dans 20 ans. Or, le magistrat va avoir raison maintenant. En fait, il ne se rend pas compte que quelqu'un qui peut avoir raison dans 20 ans, il arrive aussi à avoir raison maintenant. Mais lui, en fait, s'il pouvait avoir raison que dans quelques minutes, au moment de la décision, ça ne lui dérangerait pas si 10 ans après ou 20 ans après, on lui disait « mais ça ne tient pas ». Alors, on a évidemment ce genre de problématique, par exemple, dans le domaine de la médecine, avec l'évolution des techniques. Hein, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans, donc vous les voyez de façon différente. Et en fait, les médecins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les médecins qui sont forts sont humbles, et les médecins qui sont cons, ils ne le sont pas. On a les 2 catégories, ne vous inquiétez pas. C'est normal, parce que comme ils passent par des tests à choix multiples, c'est plus facile de passer de travers. Là, vous avez par exemple des conseils qui sont donnés à des médecins. Si la question est trop longue, tu la sautes. Donc ça fait un peu genre père pour le film. Hein. C'est-à-dire si c'est trop long, il va y avoir une phrase clé qui va planter la structure au niveau des 88%. Donc autant la sauter, il y a un point. Mais ce qui serait intéressant aussi, ce serait de voir si on avait des tests où on avait tellement de points négatifs que ça ne vaudrait pas de répondre au hasard. Hein. Par exemple, si vous avez moins de 10 points sur chaque réponse négative, et vous avez 1 point sur chaque réponse positive, je peux vous dire qu'on remplirait nettement moins de tests. À partir du moment où on vous dit qu'il n'y a pas de coup, ben vous remplissez tout, hein. Et puis vous gérez ça. Alors, le problème en fait de l'espace temporel. L'espace temporel, c'est ce dont a besoin le cerveau pour définir la résolution d'un problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a des exercices qui sont très courts, hein, donc si c'est des exercices qui sont très courts, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace temporel. Ça veut dire en fait que la résolution se fait quasiment en automatique, et donc on peut avoir une réponse claire. Hein. C'est ce qu'on appelle être dans la bibliothèque. Alors être dans la bibliothèque, c'est ce qui nous arrive là. En fait, on vous pose une question, ça vous rappelle tout de suite quelque chose, vous lisez le machin, hop, c'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle ça, c'est le principe de Wikipédia.
C'est-à-dire qu'en gros, quand il n'y a pas de problème, vous cherchez un truc, vous tombez sur Wikipédia, vous avez la réponse. Puis quand il y a un problème, évidemment, ce qui est écrit dans Wikipédia, c'est faux. Parce que c'est un autre type qui croyait que l'avoir mis, alors il l'a mis, puis évidemment, c'est pas vérifié. Donc le problème, c'est que là, c'est plutôt Wikipédia, et là, c'est l'encyclopédie. Alors l'encyclopédie, c'est tous les trucs un peu bizarres qui ne marchent pas bien dans le cadre général. La bibliothèque est très utile, parce qu'évidemment, c'est la plupart des cas. Le problème, c'est que quand on fait appel à un expert, ben souvent, on est hors du cas facile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échantillon de l'expert est faussé. Parce qu'en gros, quand on va vers lui, il a plus de cas difficiles, en moyenne, que quelqu'un qui est normal, qui a des difficultés classiques, quoi. Hein? Donc c'est comme un médecin, vous voyez. Un médecin, qui c'est qui va voir un médecin? Un malade. Bon, potentiellement malade, ce qui fait que le médecin, après, quand il sort de son cabinet, il considère que les autres ne savent pas qu'ils sont malades. En fait, son espace cérébral en tant qu'échantillon, il n'a que des malades. Donc les autres, c'est forcément que des malades, mais ils ne sont pas encore venus au cabinet. Donc, pourquoi c'est faussé? Donc là, je le prends de façon négative, mais ça peut être positive. Imaginez par exemple que vous jouez à un jeu qui est relativement difficile. Si vous avez un classement qui est relativement difficile, si vous n'êtes pas dans un Open, vous jouez avec des joueurs qui sont difficiles. Hein? Donc, en fait, votre jeu va être difficile. Si ce n'est pas le cas, si c'est un Open, si c'est ouvert, vous allez avoir de tous les jours. Alors le problème, c'est que la justice gère aussi ce genre de cas. Alors des fois, on fait appel à l'expert sans qu'il y ait besoin vraiment d'un expert. C'est ce qu'on appelle pour vous le travail de routine. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite le cas, ça va être quel genre. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on vous demande à l'avance combien de temps vous allez mettre pour terminer. Moi, je trouve ça génial comme idée, comme concept. On va voir quelqu'un qui est super spécialisé, on lui dit, tu fais ça dans combien de jours? C'est comme si on disait, vous allez faire une fusée, elle sera prête quand? Si je savais à ce point-là, ce ne serait plus l'expert, ce serait Dieu. Hein? Alors, on voudrait justement que l'expert soit du niveau de Dieu, mais soit humble comme Jésus. Parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Il faut tout savoir. Donc il faut être quand même plus loin. Alors, cette problématique de l'espace temporel, ça va vous mettre en place une autre difficulté du cerveau. Donc, ici, c'est le problème. D'accord? Je l'ai écrit avec 2 lettres grecques, c'est le problème. J'aurais pu l'écrire en hébreu, parce que c'est l'hébreu chez moi. Donc, et là, c'est avant le problème, et ça, c'est après le problème. D'accord? Alors, le premier problème qu'on a avec les experts dans l'espace juridique, c'est qu'on vous appelle après le problème. Alors, évidemment, Julie va dire, bah oui. Alors, c'est le problème, en fait, d'Amnesty International. Amnesty International n'intervient dans une affaire que si c'est déjà une affaire. Donc, en fait, il faut que ça soit juridique, que ce soit clair, etc. Donc, le type est déjà condamné à mort. Bon, alors on va s'intéresser à lui. S'il va être condamné à mort, on ne s'intéresse pas à lui encore. Et si il est en prison, on s'intéresse à lui. S'il va être en prison, on ne s'intéresse pas à lui. Hein? Donc là, le problème, c'est que l'expert, c'est un post-expert. Hein? Alors ça, c'est la première vision. Hein. Ça peut être négatif, mais en réalité, c'est positif parce que l'expert, s'il est bon et vraiment expert, eh bien, il va être un méta-expert. Alors, je m'explique. S'il arrive, en fait, à gérer le problème qui a déjà eu lieu, son expertise va nous faciliter les choses avec des problèmes qui pourraient avoir lieu, et comme il correspond exactement à son critère d'expertise, eh bien, il va nous prévenir de quelque chose qui n'aura pas lieu. Hein. Bon, par exemple, je ne sais pas, moi, un barrage, il dit certaines choses sur le barrage, c'est rectifié, on n'a plus de problème. Par exemple, s'il disait, bon, ben, je pense que c'est bon. Alors, donc là, vous voyez, un autre problème qu'on a au niveau d'expertise, c'est oui ou non. Alors, je m'explique, parce qu'il y a une très grosse asymétrie. Vous demandez à un expert que ça c'est bien, et il vous dit oui. Est-ce que vous le croyez?
Évidemment, là, c'est vicieux que je vous demande d'être des experts si vous croyez des experts. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous préférez croire quelqu'un qui va vous dire il y a un problème pour ça, ça et ça. Parce qu'en fait, ces problèmes sont vérifiables, alors que s'il vous dit tout va bien, c'est pas vérifiable. Donc en fait, quand vous êtes dans le oui, vous êtes dans la croyance. Et quand vous êtes dans le non, vous êtes dans la falsification et donc dans la science. C'est plus facile. C'est ce qu'on appelle le critère de Popper. Alors, le critère de Popper se définit comme s'il y a le processus de falsification, ça veut dire qu'on est dans le cadre scientifique, donc s'il y a une théorie, et si je peux trouver une expérience qui l'invalide, je suis vraiment en science. Maintenant, si quelqu'un vous dit tout va bien, vous allez me dire, bah oui, bah, de nouveau, je peux quand même trouver une expérience qui va peut-être planter ce tout va bien. Le problème, c'est que c'est l'expert qui vous le dit, et que vous n'êtes pas l'expert. Vous allez vous rendre compte que l'expert donc utilise une technique complètement différente de celle qu'on utilise à l'école. À l'école, quand les maîtres d'école, etc., vous posent des questions, est-ce que vous avez compris? Ben, tous les enfants savent qu'il faut répondre oui. Ils ne sont pas cons. Parce que si vous répondez non, on vous dit quoi? Alors que si vous répondez oui, on ne vous dit pas quoi. Donc ils disent, on va répondre oui, ça passe, et après, évidemment, quand ils font des contrôles, ils se rendent compte qu'ils n'avaient rien compris. Et là, pour l'expert, c'est plus facile de lui dire de comprendre que l'autre veut des remarques plutôt que juste oui. Je veux bien. Parce que même s'il avait à répondre juste oui, il va rajouter quelques remarques pour être dans la véracité. Alors, ça c'est un argument, disons, camusien. Donc c'est une réponse de Camus quand il a écrit Les Justes. Si vous regardez maintenant Les Justes, cette pièce de théâtre, et vous regardez sa préface, vous allez remarquer qu'il décrit que Les Justes, en fait, c'était une histoire réelle, et il a juste raconté les Justes en tentant d'être vrai. Que cette histoire était tellement extraordinaire qu'en la transcrivant, personne n'aurait dit c'est pas possible. Alors, en fait, il vous parle dedans de Kagaïev, il parle, etc., du poète, etc., soi-disant terroriste, etc., enfin, on va voir. Et ensuite, il explique qu'il a dit simplement les choses vraies de façon véridique, avec une véracité. Eh bien, c'est un peu le problème de l'expert. Vous imaginez l'expert qui vous dit la vérité, donc communication, on va rappeler la précédente, mais il ne fait pas ça avec une véracité. À la fin, vous lui dites, t'es sûr? Oui, je crois. Vous imaginez une phrase qui est très claire, à la fin, vous mettez je crois. Vous pouvez mettre je pense. Bon. Et après, on vous dit, t'es sûr? Oui. Je pense que le oui, là, déjà, il vous donne des idées. Vous dites, on va peut-être vérifier quand même. Alors, le problème, en fait, de l'expert, c'est que l'expert, il a un problème, c'est qu'il n'est pas expert en communication. Surtout ceux qui ont des spécialités plutôt horizontales. Alors, parce qu'un expert qui est très bon en communication et qui est moins bon en expert, c'est quoi? C'est un avocat. Un avocat. Oui, un avocat, c'est le système de Protagoras, donc c'est dans le cadre de la rhétorique, il arrive à vous convaincre, c'est même pas vous. Quand vous vous rappelez, c'était Protagoras qui va avec son ami médecin, ils vont voir le patient, à la fin il demande au patient qui est le médecin. Et évidemment, le patient il dit Protagoras. Parce que le médecin n'a pas été capable de prouver que c'était médecin. Donc c'est toujours pareil, imaginez par exemple quand vous faites un film et vous demandez à quelqu'un de jouer le rôle de Serge, ou c'est Serge qui doit jouer son rôle. Et vous allez vous rendre compte qu'un acteur professionnel jouera mieux le rôle de Serge que Serge son rôle. Et on lui dira quand il jouera son rôle, non, enfin Serge, t'es pas comme ça dans la vie. Et vous ne direz jamais ça à un acteur. Enfin, Jean, t'es pas comme ça dans la vie. Il dira non, je ne suis pas Serge. Mais alors, donc la problématique est la suivante, c'est votre cerveau, donc là, il va faire deux phases. Il va avoir sa phase à lui, la vraie, et puis après, il va avoir sa phase communicante. Et là, ça commence à faire des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas exactement comment est le cerveau de l'autre.
Donc là maintenant on a C1 et C2. Alors, quel est le danger pour un expert? Le danger pour un expert, c'est de parler à un avocat qui est ce qu'on appelle pour nous la boule de cristal. C'est-à-dire qu'en fait, il lui dit des choses, l'avocat répond tellement bien sur ces choses que l'expert croit qu'il comprend, alors qu'évidemment l'avocat n'a rien compris, et à la fin, ils finissent par se mettre d'accord qu'ils sont compris. Et en fait, la seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est que l'expert dit ce que voulait l'avocat. Alors, pourquoi c'est facile à faire ça? Parce qu'en fait, l'expert, il a tendance à parler de ce qui le concerne, de son expertise. L'avocat, il suffit qu'il prenne quelques mots, tac, tac, et qu'il les remplace de façon rhétorique là où les attendait l'autre personne, et il se dit, ben voilà, il a compris, enfin, un avocat intelligent. Mais en fait, il ne sait pas que l'avocat est en train de le manipuler pour lui faire dire ce qu'il avait envie de dire depuis le début. Et évidemment, après arrive la cour, on lui pose d'autres questions, et évidemment, il retombe dans le même truc, et il n'a plus rien à voir ce qu'il a dit précédemment. Donc, cette problématique-là est la suivante, c'est que l'expert, est-ce qu'il ressemble plus au juge ou à l'avocat? Attention, c'est une question piège, et c'est ressemble que j'ai utilisé comme mot. Alors, pourquoi il ressemble au juge? Parce qu'il est droit. Parce que là? Parce qu'il est droit. Parce qu'il n'est pas manipulateur. L'expert, il est... Ça voudrait dire que les juges ne sont pas manipulateurs, c'est ça? C'est ça que j'ai entendu là. Alors, le problème de l'isomorphisme, c'est que ça va dans les deux sens, hein, il faut faire attention. Donc, bon, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est qu'il n'est pas censé mentir. Ouais. Voilà, c'est pas tout à fait... Vous voyez, est-ce que quelqu'un dit la vérité? C'est pas sûr, mais en tout cas, il n'est pas censé mentir. Alors que l'avocat, il n'a aucun problème. Comment c'est son métier? On l'appelons pour dire avocat, on dit celui qui ment à ma place. C'est vrai, ça veut dire ça. D'accord, mais je connais bien tes compétences. Alors, donc il y a une différence. Alors ce n'est pas négatif, hein, c'est pas négatif pour les avocats. Bien sûr, pour les magistrats, il y a des tensions toujours entre les avocats. Ça nous fait toujours rire, parce que quand on est extérieur à ce jeu, hein, on voit que par exemple le juge parle à l'avocat de façon pas vraiment sympathique, on va dire ça comme ça, et il dit je vous connais. Donc ça, certainement, il veut dire qu'ils se sont déjà rencontrés, qu'ils ont sympathisé, certainement, hein, c'est ce que vous pensez. Alors, en fait, non, pas vraiment, non. C'est qu'il sait déjà que ce que vous avez demandé dans une autre affaire, c'était complètement rocambolesque, et que la personne a été... voilà. Donc, l'avocat est totalement libre. Voilà. C'est un choix. D'accord? C'est un choix. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je pense que du point de vue stratégique, et pas du point de vue juridique, c'est sans doute un des meilleurs choix. Parce qu'en fait, l'avocat, il faut qu'il puisse être libre pour pouvoir contrecarrer le système quand le système s'emballe et commence à faire n'importe quoi. Le juge, donc, il ne peut pas mentir, hein, il ne peut pas mentir, mais enfin, bon, ça peut lui arriver, mais il ne le fait pas sciemment du point de vue officiel. Et vous avez l'expert. Alors, comme je donnais l'exemple, par exemple, dans le cadre scientifique, un expert en médecine, il faut vous poser la question, surtout ceux qui sont en médecine, combien de vos expertises vous seriez d'accord dans 30 ans? À la fin, vous mettez votre rationnel, vous dites, voilà, ça, et ça, et vous imaginez maintenant que vous relisez ça dans 30 ans. Je peux vous dire, vous enlevez certaines phrases, hein, quand même. Parce que vous voyez... Bon, dans d'autres domaines, c'est plus lent, mais c'est quand même important. Alors, l'expertise et la justice est très proche, c'est pour ça que c'est assez tendu. Pourquoi? Parce que l'expert, il est censé être neutre. Alors là, c'est encore pareil, hein. On a suivi pas mal de séminaires grâce à Julie, Serge n'était pas encore là, c'est du genre, suivant ce qu'on met ici, il y en a qui disent, il ne faut jamais, jamais être avec eux. Arrive l'autre, il dit, il ne faut jamais être avec eux.
Et arrive un troisième qui dit il ne faut jamais être avec personne. Patricia, je pense qu'elle a dû en entendre des comme ça. C'est assez drôle parce qu'en fait, ils disent tous les trois jamais. Hein. Donc en fait, on comprend bien, nous, même si on est plouc, que c'est faux. Parce que les trois ne sont pas compatibles. Donc le problème, c'est est-ce que vous allez me dire, est-ce que l'un a plus de raison que l'autre, etc. Donc on a une neutralité, enfin, qui vient. Hein. Alors, je rappelle juste la phrase d'Elie Wiesel, hein, c'est que quand on est neutre, entre le bourreau et la victime, on est toujours du côté du bourreau. Bon. Donc je pense que ça ne doit pas être... c'est pas dans les trois jamais, ça, on ne tient pas compte. Mais le problème est le suivant, c'est que l'expert peut être manipulé en raison de son poste. Oui, et aussi en raison de son cerveau. Alors, je reprends mon cerveau. Donc on va dire en gros, on va dire les trois catégories, hein, le visuel, l'acoustique et le mouvement, le kiné. C'est évidemment très schématique, c'est pas du tout comme ça, parce qu'on a des tendances. Hein. Simplement, au niveau cérébral, parce que je me souviens d'entre vous, certains d'entre vous même dans le précédent, certains d'entre vous ne connaissent pas bien leur propre nature. Donc le problème, si vous utilisez Sun Tzu, c'est bien de commencer par sa propre nature, du point de vue cérébral. Alors souvent, évidemment, on sait qu'on a un cerveau, mais on ne sait pas bien comment il fonctionne. Donc par exemple, on entend ce genre d'ineptie, donc tous ceux qui sont en médecine vont être énervés parce qu'ils les entendent justement, parce que moi je les plains, c'est pour ça que c'est mieux d'être dans un domaine qui est plus ésotérique, voire hermétique. C'est les gens qui vous disent « moi je travaille mieux après minuit ». Après minuit. D'accord? Et vous êtes censé dire « oui, c'est vrai, après minuit, il n'y a pas beaucoup de bruit, etc. » Ce genre de conneries. Et en fait, vous savez très bien que le cerveau humain, il est fabriqué pour travailler avec la lumière. Voilà. Bon. Donc vous en déduisez qu'ils ont des lampes halogènes, avec une fréquence de type solaire. Et ils ont dormi toute la journée pour pouvoir être réveillés à ce temps-là. Voilà. Bon. Ensuite, il y a des gens qui vous expliquent qu'ils mangent différents trucs. Je ne parle pas du café, hein, avec l'overdose qui est complètement décérébralisée à la fin. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas bien certaines structures de base. Alors, une structure de base qu'on avait vue dans le séminaire précédent, c'était le Master Eye. Et certains avaient étaient surpris d'avoir un Master Eye. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient un Master Eye, ça arrive. Hein. Et en fait, on se redemande pourquoi. Alors par exemple, ceux qui ont un Master Eye droit, ils ont plutôt tendance à s'asseoir de ce côté. Et vous allez me dire, oui, mais on s'en fout parce que c'était déjà pris, je suis allé m'asseoir de l'autre côté. C'est que si la salle était vide, il faudrait voir vos préférences. Alors, donc, les premiers principes de base, c'est que le Master Eye influence plus l'aspect cérébral décisionnel que votre main droite, main gauche. Alors, il y en a qui sont persuadés, enfin, moi je suis gaucher, surtout les gauchers, parce que c'est qu'à 17% de là-dessus. Donc, qui est gaucher ici? Voilà. Bon, vous êtes des mauvais gauchers, vous levez la main droite. Enfin, un vrai de... Ah oui, il porte déjà du lunettes, d'accord. Mais toi, tu n'as aucune excuse. Bon, alors, surtout que si c'est gaucher comme ça, c'est vraiment le super gaucher. Bon, les gauchers, en fait, comme ils sont dans la minorité, ils ont l'impression que c'est vraiment important. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de savoir à quel point ils sont gauchers, même au niveau des yeux. Hein. Donc en fait, on a 8 catégories. D'accord? On a 8 catégories d'individus du fait qu'on a 2 choix, 2 choix et 2 choix. Hein. Donc là, ce qui serait bien, c'est de savoir, par exemple, qui c'est qui connaît son Master Eye droit, qui c'est qui a un Master Eye droit, qui c'est qui comprend ce que je viens de dire, à la phrase précédente. Très bien. Donc ça fait quand même pas beaucoup de monde. Alors, qui sait s'il est droitier ou gaucher? Donc j'en déduis que tous les autres qui n'ont pas levé la main sont tous droitiers, on est d'accord? Ouais. Ou alors vous n'avez pas compris la question sur les gauchers. Alors ensuite... Oui, les gens qui ont un ambidex, ils ont le droit d'être gauchers aussi. Oui, mais ils ont le droit d'être droitiers aussi. Oui, mais ça ne me dérange pas, donc ils sont quand même droitiers. Non, mais quand vous dites que ceux qui n'ont pas répondu, vous en déduisez qu'ils sont tous droitiers, oui. C'est un raccourci. Non. Parce que vous oubliez qu'il y a des gens qui peuvent être les deux. Vous oubliez, là il est ici, oui, écrit mathématicien. Ben, c'est ça que vous avez oublié. C'est-à-dire, en fait, si l'unité de propriété est vraie, c'est vrai, c'est bon. Ça, c'est oui. vrai, c'est vrai.
Ah non, non, c'est pas de la mauvaise foi, ça s'appelle des mathématiques. Hein, Vous n'avez pas expliqué les règles dès le départ. Donc les règles, ça s'appelle la logique. Alors la logique n'a rien à voir avec la logique commune, comme on dit. La logique commune n'est pas logique. Donc la logique classique, hein, par exemple, si je vous dis tous les jours il pleut, c'est quoi le contraire? Il n'y a qu'une seule réponse. Si je leur demande, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs réponses. Alors, il n'y en a qu'une. Bon, après vous allez dire, monsieur, il y en a déjà qui cherchent d'ailleurs. Bon, ne cherchez pas, c'est un exemple formel. Bon. Je reprends mes 8 catégories. Donc en fait, on a les pieds, 2 catégories, les mains, 2 catégories, et les yeux, 2 catégories. Donc ceux qui ne connaissent pas du tout leur catégorie, on va le faire ici. Vous visez ça, le C, au moins une fois, ceux qui ne l'ont pas fait. Vous tendez vos bras, vous visez le C, ici, vous regardez entre le trou, et ensuite vous fermez un œil et vous fermez l'autre. Si vous fermez votre œil, qui est votre master eye, vous n'allez plus voir le C. Si vous continuez à le voir, c'est que vous avez fermé l'autre œil. Donc comme ça, vous saurez. Donc la grande catégorie, vous allez avoir donc des droitiers. Hein. Donc par exemple, les droitiers, ça c'est la grande majorité, c'est les droitiers master eye, la main et le pied. Alors, les droitiers, si vous ne le saviez pas, et vous pourriez regarder votre pied gauche et vous rendre compte que 70% de votre pied gauche est plus gros que le pied droit. Les femmes le savent mieux que les hommes, hein, à cause des chaussures, mais on a une tendance. Alors, l'autre principe, si vous voyez, c'est que si vous êtes droitier, vous êtes plus stable côté gauche. Toujours un pied. Oui. Bon, il y a aussi les envies. Hein. Bon. Mais, en fait, c'est pareil d'ailleurs pour les yeux. Suivant les tests, on peut changer de master eye. Quand on a des master eye discriminés. Hein. Alors, ce qui est important, c'est est-ce que ici, par exemple, nos 2 gauchers sont gauchers, gauchers, gauchers. Bon, vous allez repérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous avez des tendances à faire des choses, et le fait de le voir, on peut le trouver. Donc, l'équivalent, c'est assez rare de gaucher, 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 et vous avez tous les intermédiaires. Alors, les intermédiaires, ça vous permet en fait de différencier votre positionnement aussi bien cérébral que comportemental. Pourquoi? Parce que si vous avez des intermédiaires, c'est-à-dire si vous êtes droitier, gaucher, droitier, vous allez jouer de façon totalement différente suivant votre position dans la salle, votre façon de vous déplacer dans la salle, parce que c'est différent. Hein. Donc je prends un exemple plus simple. Vous lisez un texte, vous voulez vous en rappeler. Quelqu'un avait parlé de la mémoire tout à l'heure. Donc vous lisez un texte, vous voulez vous en rappeler. Vous pouvez le lire à voix haute. Hein. Vous pouvez le lire sans être à voix haute. Une autre zone cérébrale. Vous pouvez l'écrire. Une autre zone. Et vous pouvez faire évidemment les 3. Ce qui fait que si vous faites les 3, vous allez vous rendre compte que votre cerveau va commencer à travailler de façon holistique. Et donc nous, ce qu'on pensait quand on veut apprendre des choses vraiment importantes, c'est de faire les 3. Et pas de faire un seul. Alors, évidemment, tout le monde a des choix. Par exemple, qui d'entre vous se rappelle en recopiant ses notes? Vous voyez, vous avez pris des notes et vous les recopiez. Voilà. Bon. Alors, ceux qui s'en rappellent, évidemment, en recopiant, ce n'est pas simplement qu'ils sont visuels, parce qu'ils pourraient penser qu'ils sont visuels. Hein. C'est en fait qu'ils sont kinés. Ils se rappellent aussi du mouvement. Hein. Donc, par contre, ceux qui ont fait, justement, ce mouvement, à la fin, normalement, vous devez même vous rappeler comment sont vos notes. C'est-à-dire que si vous avez souligné, si c'était plus haut, si c'était plus bas. Donc, en fait, vous surabondez dans le domaine visuel. Après coup. Parce que si vous étiez totalement visuel, vous ne preniez pas de notes. Parce que vous preniez également vos notes dès le départ. Donc en fait, vous êtes en visuel travaillé. Donc c'est important de le savoir parce que souvent on a des gens qui écoutent et qui croient qu'ils vont se souvenir. Évidemment, comme ils ne se souviennent plus, ils ne se souviennent plus qu'ils ne se souviennent plus. Donc ils sont autoprophétiques. Ils disent, moi je me rappelle de tout. De tout ce que je me souviens. Voilà. Alors, votre cerveau aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas fabriqué pour mémoriser, il est fabriqué pour rejeter. D'accord? Alors, si c'était simplement pour mémoriser, ce serait simplement une caméra.
Vous mettez une caméra, elle s'appelle Maurice. En fait, votre cerveau, il est plus intelligent qu'une caméra, c'est qu'il jette ce qu'il considère qu'il n'est pas important. Ce qui veut dire qu'il doit être préparé à l'avance, dans un certain cadre, pour savoir si dans ce contexte, ce qu'il aurait tendance à jeter est important. Donc là, c'est le problème ensuite de la spécialisation de l'expertise. Alors, donc là, on commence à rentrer dans les paradoxes. Le pire qui puisse arriver à un expert, c'est d'être spécialisé. Vous allez me dire, s'il est expert, il est bien spécialisé. Non, en fait, c'est bien qu'il soit expert dans différents domaines. S'il est expert que dans un domaine, il va tendance à faire de la spécialisation outrancière, ce qui fait qu'il va réfléchir que dans ce cadre-là. Quand il est hors cadre, il dit incompétent, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait ça. Et le problème aussi, c'est que son activité cérébrale diminue. Bon, c'est toujours pareil, hein. Comme elle diminue l'activité cérébrale et que c'est nous-mêmes qui... on pense qu'elle ne diminue pas. C'est comme l'activité sexuelle, simplement, on ne se rappelle plus si c'est des journées ou des mois ou des années dont on parle, mais on dit qu'on a une activité. Alors, la spécialité de l'expert, c'est son danger, c'est le plus grand danger. Alors, pour l'écrire de façon compréhensible, on va dire en fait que c'est la monospécialité. En fait, ça peut être monomaniaque dans le cas des cas, mais ça veut dire qu'en fait, il a un spectre très faible. Ce qui fait que dès qu'on a quelque chose qui ressemble et qui sort de son spectre, donc on a ce qu'on appelle Dirac. Voilà. Donc ça, c'est M. Dirac, la fonction de Dirac. Donc là, vous avez quelqu'un qui est expert dans un domaine, en 0.